nous avons bâti l'œil le plus puissant jamais conçu pour comprendre l'univers, le télescope spatial James Webb. Son but était de confirmer nos théories vieilles de 30 ans. Mais il a déclenché notre plus grande crise scientifique. Le télescope s'est concentré sur le premier milliard d'années de l'univers, espérant trouver des réponses, mais il est revenu avec une liste d'impossibilités. Dans un univers de 13,8 milliards d'années, il a découvert des galaxies matures qui existaient seulement 300 millions d'années après le commencement. Car cela signifiait que la matière possédait une richesse chimique qui aurait dû prendre des milliards d'années à se former. De plus, les trous noirs avaient grandi 10 fois plus vite que ce que la théorie permettait. Donc c'est pourquoi, au lieu de résoudre la tension de Hubble, ce désaccord entre 67 et 73, il l'a rendue encore plus profonde. Mais le véritable choc, ce n'est pas le nombre de ces anomalies, c'est que tout pointe dans la même direction. Notre modèle est faux. Si toi aussi tu veux assembler les pièces de ce mystère cosmique, alors clique sur le bouton « J'aime » et abonne-toi. Car ce que tu vas voir pourrait changer ta perception de la réalité pour toujours. Nous commençons. Pendant 50 ans, une seule histoire maintenait l'univers en un tout cohérent. Tout a commencé il y a environ 13,8 milliards d'années avec le Big Bang, un point unique. D'une densité et d'une chaleur inimaginables, s'est étendu dans toutes les directions. Dans les premières minutes, l'hydrogène et l'hélium se sont formés, l'univers a refroidi, et l'obscurité est tombée sur tout. Puis lentement, la gravité a commencé son œuvre, car l'univers primitif était presque parfaitement lisse. Presque. Il y avait de minuscules fluctuations de densité, de l'ordre d'une partie pour 100 000, mais ces fluctuations ont suffi. La gravité a attiré l'hydrogène gazeux vers les régions légèrement plus denses. Pendant des centaines de millions d'années, le gaz s'est comprimé, s'est réchauffé et a fini par s'enflammer, allumant les premières étoiles. Ces étoiles ont vécu vite et sont mortes violemment. C'est pourquoi elles ont semé l'univers d'éléments plus lourds. Maintenant, de nouveaux nuages de gaz, ensemencés de carbone, d'oxygène et de fer, se sont effondrés pour former la nouvelle génération d'étoiles. Et les petites choses se formèrent d'abord, puis fusionnaient avec le temps pour créer des choses plus grandes. Un processus simple, logique, et soutenu par des décennies de données. Cette histoire avait un nom, lambda matière noire froide. Lambda faisait référence à l'énergie sombre, cette force mystérieuse qui accélérait l'expansion de l'univers. La matière noire froide représentait un échafaudage invisible, qui n'émettait pas de lumière mais exerçait une gravité, car c'était sur cet échafaudage que la matière ordinaire s'agglomérait. Ces deux composants invisibles constituaient environ 95% de tout ce qui existe dans l'univers. La matière normale, que nous pouvons voir et toucher, n'était qu'une fine couche d'écume sur un océan profond et sombre. Mais ce modèle expliquait tout ce que nous pouvions mesurer. Et il le faisait de manière extraordinaire. Les scientifiques ont utilisé ce modèle pour prédire le motif exact des fluctuations de température dans la plus ancienne lumière de l'univers, le fond diffus cosmologique, et les prédictions correspondaient aux mesures avec une précision incroyable. Le modèle prédisait combien d'amas de galaxies il devrait y avoir à différentes distances. Ça correspondait. Il prédisait la distribution de l'hydrogène gazeux sur des milliards d'années-lumière. Encore une fois, ça correspondait. C'est pourquoi, au moment du lancement de James Webb, le modèle lambda matière noire froide était si bien testé que la plupart des cosmologistes le considéraient comme une science établie. Mais ça, une hypothèse était enfouie dans ce modèle, que presque personne ne remettait en question. La formation des galaxies prend du temps, beaucoup de temps. Construire une grande galaxie structurée nécessite que le gaz s'effondre, que les étoiles se forment, que ces étoiles meurent et ensemencent les nouvelles générations. Ce cycle entier doit se répéter encore et encore, sur des centaines de millions, voire des milliards d'années. Le modèle était catégorique à ce sujet. Dans les 500 millions d'années suivant le Big Bang, on ne pouvait trouver que de petites protogalaxies chaotiques qui commençaient à peine à s'assembler. Les grandes galaxies, chimiquement riches et bien organisées, appartenaient à une époque beaucoup plus tardive, car ce n'était pas une estimation vague, c'était une affirmation spécifique et testable, basée sur les mathématiques du comportement de la matière sous l'effet de la gravité. Webb a testé cette affirmation, et quelque part dans la lumière infrarouge de l'univers profond, cette affirmation a commencé à se fissurer.
Imaginez une scène de crime. Le corps qu'on y trouve est plus vieux que le bâtiment lui-même. C'est à peu près la situation à laquelle les astronomes ont été confrontés lorsque les premières images en champ profond de Webb ont été traitées. Dans une parcelle de ciel plus petite qu'un grain de sable tenu à bout de bras, ils ont trouvé une galaxie brillant de la lumière de centaines de milliards d'étoiles. Grande, structurée, chimiquement complexe. Et elle se trouvait à une époque où l'univers avait moins de 500 millions d'années. Une équipe a mesuré avec précision le décalage vers le rouge de cet objet. Cette mesure l'a placé à une distance record. Au moment où sa lumière nous a quittés, l'univers n'avait que 300 millions d'années. Qu'est-ce que cela signifie? Si vous comprimez les 13,8 milliards d'années d'histoire de l'univers en une seule journée, cette galaxie existait avant même que l'horloge n'ait sonné 30 minutes. Mais elle avait déjà une masse de plus de 600 millions de fois celle de notre propre étoile. Elle produisait déjà des étoiles, et ce, à un rythme qui éclipsait de plusieurs fois celui de notre galaxie entière. Cette situation brisait un mur dans nos modèles, car la signature chimique de cette galaxie indiquait que plusieurs générations d'étoiles géantes y avaient déjà vécu, brûlé et étaient mortes. Pourtant, nos meilleurs modèles disaient que ce processus seul aurait dû prendre au moins 1 milliard, peut-être 2 milliards d'années. Une anomalie aurait été une surprise. Mais ça, Webb a continué à en trouver de nouvelles, pas des dizaines, des centaines de candidates. C'est pourquoi l'argument de la coïncidence statistique s'est effondré. Des centaines d'anomalies sont un schéma, et un schéma signifie que le modèle manque quelque chose. Alors comment était-ce possible? Comment les galaxies ont-elles pu devenir si grandes et si complexes si tôt? Chaque explication que les scientifiques ont tentée s'est heurtée au même mur temporel IM-possible. Cette situation a forcé les chercheurs à se poser une question qu'ils n'avaient jamais prise au sérieux auparavant. Et si l'univers primitif n'était pas du tout calme et progressif? Et si quelque chose avait accéléré tout le processus, d'une manière que nos modèles n'avaient jamais prise en compte? La réponse à cette question était bien plus étrange que quiconque ne s'y attendait. Car même si construire une galaxie à partir de zéro semble dramatique, la réalité est principalement de l'attente. La gravité attire les nuages d'hydrogène gazeux. Ces nuages se compriment sous leur propre poids. Cela continue jusqu'à ce que la pression et la température au centre dépassent d'un seuil, et que les atomes d'hydrogène commencent à fusionner en hélium. Une étoile s'allume. Rien que ce processus, le passage d'un nuage diffus à une étoile en combustion, prend des millions d'années. C'est pourquoi vous avez besoin de millions de ces étoiles. Ces étoiles doivent vivre, produire de l'énergie, fabriquer des éléments plus lourds dans leur cœur, et finalement mourir dans des explosions qui dispersent ces éléments dans l'espace. Bon, mais cela ne suffit pas. La génération suivante d'étoiles se forme à partir de ce matériau enrichi, puis la suivante. Chaque cycle prend des centaines de millions d'années. Après un nombre suffisant de cycles, vous avez une galaxie avec une structure, une complexité chimique, un disque en rotation cohérent ou une forme elliptique construite par la lente danse gravitationnelle de milliards de corps. C'est pourquoi l'échelle de temps intégrée à nos modèles exige au moins plusieurs milliards d'années pour produire une galaxie avec la masse, la richesse chimique et les bras spiraux organisés de la Voie lactée. C'est la physique. Les étoiles ne sont pas rapides. La gravité est patiente. La chimie s'accumule lentement. C'est pourquoi, lorsque Webb a trouvé des galaxies présentant toute cette complexité dans les 500 premiers millions d'années, le premier réflexe de tout physicien a été de demander ce que les chiffres mesuraient réellement. La luminosité pouvait-elle être trompeuse? Car dans certains cas, un trou noir très actif au centre d'une galaxie peut inonder la région environnante de lumière, faisant paraître la galaxie plus grande et plus stellaire qu'elle ne l'est en réalité. Les équipes ont vérifié cela. Certaines des premières candidates étaient en effet contaminées par l'activité d'un trou noir central. Elles ont été retirées de l'échantillon. Mais les galaxies restantes tenaient bon. Leur luminosité correspondait à leur population stellaire, confirmée par spectroscopie. La spectroscopie ne ment pas, car elle lit les atomes lumineux eux-mêmes. Ces atomes racontaient une histoire cohérente. À l'aube de l'univers, un nombre énorme d'étoiles brûlait à pleine puissance. Mais cela crée un problème plus profond. Les étoiles sont faites de gaz. L'univers primitif avait beaucoup d'hydrogène et d'hélium, le carburant brut. Cependant, pour que les galaxies deviennent si grandes si rapidement, le gaz devait se transformer en étoile
à un rythme bien au-delà de tout ce que l'on observe dans l'univers moderne. Aujourd'hui, notre galaxie produit environ quelques nouvelles étoiles par an. Pourtant, ces galaxies primitives produisaient à des taux équivalents à des milliers d'étoiles par an, maintenues pendant des centaines de millions d'années. Pensez à la différence entre remplir une baignoire avec un robinet qui goutte une fois par seconde et ouvrir tous les robinets du bâtiment à fond en même temps. Selon Webb, l'univers primitif avait ouvert tous les robinets à fond. Le modèle standard permettait une formation d'étoiles plus rapide dans l'univers primitif. Il y avait du gaz plus dense, plus de carburant, des taux de collision plus élevés. Mais les modèles prévoyaient un facteur de quelques fois plus rapide. Webb, lui, a trouvé un facteur de plusieurs centaines de fois. Le fossé entre la prédiction et l'observation était trop grand pour être comblé par de petits ajustements. Quelque chose poussait la formation d'étoiles à une vitesse extrême. Quelque chose faisait s'effondrer le gaz plus rapidement que la gravité seule n'aurait dû le faire. Et quelque chose empêchait ces galaxies de se dissiper alors qu'elles grandissaient à un rythme vertigineux. Car il fut un temps où l'univers était complètement sombre. Après le Big Bang, l'univers a brillé d'une chaleur et d'une lumière intense. Puis, il a refroidi. Les électrons et les protons se sont combinés en atomes d'hydrogène neutre, et l'univers est devenu transparent. La lumière a pu voyager librement pour la première fois. Mais, après ce moment, l'obscurité est tombée. L'hydrogène gazeux s'est répandu dans l'espace, frais et neutre, bloquant la plupart des formes de rayonnement. Aucun nombre significatif d'étoiles ne s'était encore formé. Les galaxies ne s'étaient pas encore organisées. L'univers est entré dans une période que les astronomes appellent les âges sombres cosmiques. Une période d'apparente inactivité qui a peut-être duré quelques centaines de millions d'années. C'est pourquoi l'allumage des premières étoiles a tout changé. Le rayonnement ultraviolet a commencé à percer des trous dans le brouillard d'hydrogène environnant, l'ionisant. Avec le temps, ces bulles ionisées ont grandi et fusionné, jusqu'à ce que l'univers entier soit à nouveau transparent. Ce processus est appelé la réionisation, et il marque la fin des âges sombres cosmiques et le début de l'aube cosmique. Nos modèles prédisaient que la réionisation était un processus graduel, commençant environ 400 millions d'années après le Big Bang et se terminant autour d'1 milliard d'années. Les premières galaxies étaient faibles et peu nombreuses. Elles érodaient lentement le brouillard d'hydrogène, comme la lumière du soleil s'infiltrant lentement dans la brume matinale. Mais Webb a regardé directement cette période et a trouvé quelque chose de différent. Le processus de réionisation semble avoir progressé plus rapidement et commencé plus tôt que ne le prévoyaient les modèles. Toutes ces découvertes, les galaxies primitives impossibles, les trous noirs qui grandissent plus vite que ce que les modèles permettent, les structures qui défient la chronologie, tout cela indique que l'histoire sur laquelle nous nous sommes appuyés pendant des décennies est fondamentalement ébranlée. Ce que nous savons maintenant, c'est que les débuts de l'univers n'étaient pas un endroit lent et prévisible comme nous le pensions. Au contraire, c'était un endroit où tout était accéléré, où les règles étaient différentes et où les structures émergeaient à une vitesse impossible. Mais nous nous demandons maintenant, quels sont les mécanismes réels derrière ces découvertes? Que nous disent les observations elles-mêmes? Il est temps de mettre de côté les cadres théoriques et de plonger dans les découvertes vertigineuses que Webb a vues directement. Car la véritable histoire est là, cachée dans les données réelles que le télescope nous envoie. Et ces données, et maintenant, le vrai choc arrive. Les théories sont terminées, les modèles sont mis de côté, car Webb a regardé dans cet univers sombre et primitif. Et ce qu'il a vu a frappé comme un marteau-piqueur sur des décennies de croyances cosmologiques. Nous ne parlons plus de prédictions. Nous parlons maintenant d'observations, de mesures et de structures qui ne devraient pas être là, mais qui existent obstinément. Voici les découvertes. Tout a commencé avec cette petite tache rouge cataloguée sous le nom de JADES-GS-Z-14-0. Cette tache n'aurait pas dû être là, mais elle était là, brillant au bord visible de l'univers, une galaxie entièrement formée, massive et anormalement vieille. Le télescope spatial James Webb l'a observé seulement 300 millions d'années après le Big Bang. Pensez à ce chiffre, seulement 2% des 13,8 milliards d'années de l'univers. Si vous compressiez toute l'histoire cosmique en une seule journée, cette galaxie était prête dans la première demi-heure du matin.
car la mesure de son décalage vers le rouge a dissipé tous les doutes, 14,32. C'était la galaxie la plus lointaine, donc la plus ancienne, confirmée jusqu'alors. Mais le vrai choc n'était pas là. Le vrai choc, c'était sa masse. Elle avait déjà atteint une masse de plus de 600 millions de fois celle du Soleil. Elle produisait des étoiles à un rythme qui ferait même pâlir d'envie une galaxie moderne comme la Voie lactée. C'est pourquoi les scientifiques ont vérifié et revérifié les données. Mais la preuve la plus possible était cachée dans le spectre de sa lumière, son empreinte chimique, l'oxygène. Là, à l'aube de l'univers, il y avait de l'oxygène en abondance. L'oxygène est forgé dans le cœur des étoiles et est dispersé dans l'espace lorsqu'elles meurent. C'est pourquoi trouver de l'oxygène dans une galaxie prouve qu'au moins une génération d'étoiles géantes y est née, y a vécu et y est morte. Mais la richesse chimique de cette galaxie criait que ce cycle s'était produit non pas une, mais plusieurs fois. Pourtant, selon nos modèles, ce processus d'enrichissement chimique seul aurait dû prendre au moins 1 milliard, peut-être 2 milliards d'années. Cette galaxie n'avait eu que 300 millions d'années au total. C'était comme découvrir qu'un marathonien franchissant la ligne d'arrivée avait commencé à courir avant même le coup de pistolet de départ. Mais le problème ne se limitait pas aux galaxies. Il y avait un problème bien plus sombre. Les monstres qui siègent au centre de presque toutes les grandes galaxies, les trous noirs supermassifs. Et les trous noirs primitifs trouvés par Webb rendèrent le nôtre modeste. Le problème n'était pas leur taille, mais le moment où ils avaient atteint cette taille. Car faire grossir un trou noir prend aussi du temps. Un trou noir de masse stellaire se forme lorsqu'une étoile géante meurt, puis il grandit en avalant le gaz qui l'entoure. Mais cette alimentation a une limite de vitesse naturelle, appelée la limite d'Eddington. Cette limite empêche le rayonnement créé par le gaz qui tombe d'empêcher plus de gaz de tomber. C'est pourquoi, si vous commencez avec un trou noir de 10 masses solaires juste après le Big Bang et que vous le nourrissez continuellement à la vitesse maximale pendant 1 milliard d'années, la masse qu'il atteindra est d'environ 100 millions de masses solaires. C'était le plafond théorique de la physique standard. Webb a trouvé des trous noirs dans le premier milliard d'années de l'univers, dont la masse dépassait 1 milliard de masses solaires. Certains approchaient même les 10 milliards de masses solaires. Ces chiffres brisaient les mathématiques. Même dans le scénario d'alimentation le plus rapide, il n'y avait tout simplement pas assez de temps pour grandir autant. La différence était de 10 fois ou plus. Ce n'était pas seulement dépasser le plafond de croissance prévu par les modèles, c'était le pulvériser. Les scientifiques ont avancé de nouvelles idées, comme l'effondrement direct. Peut-être que les trous noirs ne naissaient pas d'étoiles, mais de l'effondrement direct de nuages de gaz géants. Mais Webb a trouvé des centaines de ces trous noirs en surpoids. Ces objets appelés petits points rouges étaient dispersés partout dans l'univers, actifs voraces et se nourrissant à une époque où ils n'auraient même pas dû commencer à se former. Le problème ne concernait pas seulement les objets singuliers et les monstres en leur centre. Le problème était l'architecture même de l'univers. L'univers a un squelette. Les galaxies ne sont pas distribuées au hasard. Elles sont alignées le long de filaments géants de gaz et de matière noire qui s'étendent sur des milliards d'années-lumière, comme des gouttes de rosée accrochées à une toile d'araignée. Cette structure est appelée la toile cosmique, et nos modèles prévoyaient qu'il faudrait des milliards d'années pour qu'elle développe sa forme pleinement organisée. Car il fallait du temps à la gravité pour attirer la matière le long des filaments, nettoyer les vides et former des nœuds denses aux intersections. Mais Webb a découvert que la toile cosmique était déjà dessinée dans l'univers primitif, dans une région avec un décalage vers le rouge de 6,6. Un filament de galaxies s'étendant sur environ 3 millions d'années-lumière a été découvert. Cela correspondait à une époque où l'univers avait moins d'1 milliard d'années. Les galaxies étaient alignées le long de ce filament à intervalles réguliers, séparées par des vides. L'intégrité spatiale de cette structure était indéniable. Selon les mathématiques des modèles standards, un filament de cette échelle et de cette organisation aurait nécessité environ 2 à 3 milliards d'années d'évolution gravitationnelle pour se former. Mais il était là, il existait, bien qu'il n'ait aucun droit d'être là dans un univers de cet âge. Cela signifiait que la toile qui aurait dû être tissée en milliards d'années était déjà tissée. Une galaxie IMPOS, cible, un trou noir vorace.
et un squelette cosmique prématuré. Chaque découverte est assez grande pour provoquer une crise à elle seule. Mais, toutes ensemble, elles brossent un tableau cohérent. L'univers a fait plus qu'il n'aurait dû, bien plus tôt qu'il n'aurait dû. Alors comment expliquer cela ? Quelle nouvelle physique pourrait unifier toutes ces anomalies apparemment sans rapport ? Car lorsque nous nous penchons sur les détails de ces découvertes, le problème s'approfondit et les réponses deviennent encore plus étranges. Il ne s'agit pas seulement de corriger la chronologie, il s'agit de tout repenser sur la façon dont l'univers fonctionne. Car même l'une des mesures les plus fondamentales s'avérait fausse. Car la constante de Hubble elle-même, cette valeur unique qui définit la vitesse d'expansion de l'univers, au cœur de la cosmologie moderne, était devenue une crise. Pendant des décennies, il y avait 2 moyens indépendants de la mesurer, et ces moyens n'étaient pas d'accord. Mais ce désaccord était suffisamment faible pour être considéré comme une erreur de mesure. Puis les mesures les sont devenues plus précises, et le désaccord n'a pas diminué, il a grandi. La première méthode utilise la plus ancienne lumière de l'univers, le fond diffus cosmologique, et combinée avec le modèle standard. Elle donne une vitesse d'expansion d'environ 67 km par seconde par mégaparsec. La deuxième méthode est plus directe. Elle mesure la distance des galaxies proches en utilisant des chandelles standards, comme les supernovae de type 1A. On ne sait pourquoi cette mesure renvoie constamment une valeur d'environ 73 km par seconde par mégaparsec. 67 contre 73, c'est une différence de 9%. En cosmologie, c'est un gouffre énorme. Les scientifiques espéraient que Webb résoudrait ce problème, car sa vision infrarouge pouvait mesurer les étoiles, le premier échelon de l'échelle des distances. Avec une précision bien plus grande que Hubble, Webb a fait ses mesures, et en 2023, les résultats sont tombés. L'équipe dirigée par le lauréat du prix Nobel Adam Riess a recalibré l'échelle des distances en utilisant les données de Webb, mais le résultat n'a pas réduit la tension. Il l'a confirmé. La constante de Hubble est restée proche de 73. Le fossé ne s'est pas refermé. Webb n'a pas résolu la tension de Hubble. Webb l'a transformée en crise. Worcester Mace n'était que le début. Car Webb a découvert que non seulement l'architecture de l'univers, mais aussi les villes qu'elle contient, étaient prématurées. Les amas de galaxies sont les plus grandes structures liées par la gravité dans l'univers. Un seul amas peut contenir des centaines et voire des milliers de galaxies. Leurs masses totales peuvent atteindre 1000 milliards de fois celles de notre Soleil. Ce sont les montagnes du paysage cosmique. Et construire une montagne prend du temps. Selon le modèle standard, un grand amas entièrement assemblé nécessite au moins plusieurs milliards d'années d'histoire cosmique. Mais Webb a trouvé des amas, ou plutôt des proto-amas, qui avaient déjà commencé à se rassembler dans le premier milliard d'années de l'univers. Il s'agissait de groupes de galaxies déjà liés par la gravité, déjà en train d'accumuler de la masse, déjà montrant les signes de la structure organisée qui définit un amas mature. C'est pourquoi leur existence se situait en dehors de la plage de probabilité du modèle standard. L'une des découvertes les plus frappantes concernait un système avec un décalage vers le rouge d'environ 7,9. Cela le place environ 700 millions d'années après le Big Bang. Le système comprenait une galaxie centrale et de nombreuses galaxies compagnes se déplaçant ensemble, montrant déjà des preuves d'interaction et de mouvements coordonnés. La masse totale estimée du système, y compris la matière noire, approchait des valeurs qui auraient dû nécessiter 3 à 4 milliards d'années pour s'accumuler. Et on s'était comme arrivé dans une ville dont l'histoire dit qu'elle avait été fondée il y a 50 ans, et y trouver des gratte-ciel, un système de métro fonctionnel et des quartiers à l'architecture centenaire. La preuve de la maturité était indéniable. Mais la chronologie disait que cela ne pouvait pas être réel, et même l'une de nos hypothèses les plus fondamentales sur la structure de l'univers a commencé à vaciller. La cosmologie repose sur l'hypothèse que l'univers est homogène et isotrope aux plus grandes échelles, c'est-à-dire qu'il a la même apparence de partout et dans toutes les directions. Mais Webb a commencé à fournir des preuves qui remettent également en question ce principe, car le télescope ne mesure pas seulement la vitesse de formation des galaxies, mais aussi leur distribution. Et cette distribution semble beaucoup plus grumeleuse que prévu. Il y a plus de grands vides et des filaments plus denses et plus prononcés qui les séparent que ce que le modèle standard prédit. Cela signifie que le contraste entre les structures denses et les régions vides est plus élevé que ce que le modèle produit. Cette situation mène à une autre crise connue sous le nom de
tension sigma 8. Sigma 8 est un paramètre qui mesure l'amplitude des fluctuations de matière dans l'univers tardif. Le modèle standard basé sur le front diffus cosmologique prédit une certaine valeur de sigma 8 pour aujourd'hui. Cependant, les mesures directes issues des relevés de galaxies et des analyses de lentilles gravitationnelles faibles donnent constamment une valeur légèrement inférieure à la prédiction. On ne sait pourquoi la distribution de la matière de l'univers semble en réalité légèrement plus lisse que ce que dit le modèle entraîné sur la lumière la plus ancienne. C'était une autre pièce impossible du puzzle. L'univers s'était aggloméré plus tôt que prévu, tout en restant plus lisse que prévu. Ces deux situations semblaient contradictoires, mais les données disaient que les deux étaient vrais. Des galaxies IM possibles, des trous noirs qui ne devraient pas exister, des structures cosmiques prématurées et deux chiffres qui ne concordent pas, décrivant l'expansion de l'univers. Toutes ces découvertes, obtenues avec différents télescopes et différentes méthodes, pointent toutes dans la même direction. Le modèle standard est incomplet, ou pire, fondamentalement faux. Mais comment fonctionnent les mécanismes derrière ces découvertes complexes et apparemment contradictoires? Quelle est la physique derrière la construction si rapide d'une galaxie, l'engraissement si rapide d'un trou noir ou le tissage si précoce de la toile cosmique? Il est temps de passer de la question « qu'avons-nous trouvé ?» à la question « comment ça marche ?» car les réponses pourraient être cachées dans le comportement des composants les plus fondamentaux de l'univers. Et pour comprendre ces composants, nous devons regarder de plus près les données brutes du télescope, la lumière elle-même. Car dans cette lumière, mais comment ça marche? Quel est le moteur derrière ces structures impossibles que nous voyons, ces vitesses vertigineuses et cette chimie prématurée? Il est temps de laisser derrière nous l'excitation des découvertes choquantes et d'ouvrir le capot de la machine. Car ce que Webb nous montre, ce n'est pas seulement ce qui s'est passé, mais aussi des indices sur comment cela a été possible. Ces indices réécrivent ce que nous savions sur le fonctionnement des processus les plus fondamentaux de l'univers. Regardons maintenant de plus près ces détails techniques, ces mécanismes physiques. Tout commence avec le décalage vers le rouge. C'est la règle la plus fondamentale et la plus puissante de l'univers. Pensez-y comme la sirène d'une ambulance qui devient plus aiguë en s'approchant de vous et plus grave en s'éloignant. La lumière fait la même chose. Comme l'univers est en expansion, chaque objet s'éloigne de chaque autre objet. Et lorsqu'une source de lumière s'éloigne de vous, ces ondes lumineuses s'étirent. Elles se décalent vers la couleur rouge. C'est pourquoi ce phénomène est appelé décalage vers le rouge. Plus l'éloignement est rapide, plus le décalage est grand. Ce principe physique simple nous permet de lier la couleur de la lumière d'une galaxie à sa distance, et donc à son âge. Une galaxie avec un décalage vers le rouge d'un est a environ 8 milliards d'années-lumière. Une galaxie avec un décalage vers le rouge de 10 est si lointaine que sa lumière nous montre l'univers tel qu'il était seulement 500 millions d'années après le Big Bang. La galaxie record de Webb, elle, avait un décalage vers le rouge de 14,32. Cela signifie que lorsque sa lumière est partie, l'univers n'avait que 300 millions d'années. Mais, pour mesurer le décalage vers le rouge, vous avez besoin de la spectroscopie. Vous décomposez la lumière d'une galaxie en ses longueurs d'onde individuelles et vous recherchez les signatures chimiques connues comme l'hydrogène, l'oxygène. Ces signatures sont comme des empreintes digitales. Vous savez exactement où elles devraient apparaître dans le spectre pour une source fixe. Si elles apparaissent décalées vers des longueurs d'onde plus longues, vous mesurez de combien elles sont décalées. Et cette mesure vous donne le décalage vers le rouge avec précision. Avant Webb, mesurer le décalage vers le rouge de galaxies extrêmement lointaines était brutalement difficile, car Hubble fonctionnait principalement dans la lumière visible et ultraviolette. Mais la lumière visible d'une galaxie avec un décalage vers le rouge de 10 est tellement étirée vers l'infrarouge que Hubble ne pouvait que la détecter à peine. Webb a complètement changé cela, car ces instruments sont optimisés précisément pour la gamme de lumière infrarouge, où atterrit la lumière des galaxies lointaines, après avoir été étirée par l'expansion cosmique. Webb peut obtenir un spectre plus clair d'une galaxie avec un décalage vers le rouge de 14 que ce que Hubble pouvait gérer pour une galaxie avec un décalage vers le rouge de 4. C'est crucial pour la crise scientifique actuelle, car cette certitude ferme toutes les issues de secours. Les mesures sont solides, les incertitudes sont faibles, les galaxies sont là où Webb dit qu'elles sont. Cette certitude nous amène directement au mécanisme suivant, la nature des premières étoiles.
C'étaient des monstres. C'est un consensus scientifique confirmé par la modélisation théorique et soutenu par les preuves chimiques que Webb recueille maintenant. Cette première génération, que les astronomes appellent les étoiles de population 3, s'est formée à partir de gaz ne contenant que les deux éléments les plus légers produits lors du Big Bang, l'hydrogène et l'hélium. Pas de carbone, pas d'oxygène, aucun métal. Cette pureté chimique avait une conséquence dramatique. Les étoiles modernes sont partiellement régulées par les métaux dans les nuages de gaz. Ces métaux absorbent le rayonnement et permettent aux nuages qui s'effondrent de se refroidir, ce qui limite la taille maximale d'une seule étoile. Mais, si vous enlevez les métaux, le nuage de gaz ne peut pas se refroidir efficacement. Il continue de s'effondrer, il continue d'accumuler de la masse. Le résultat, selon nos modèles, était des étoiles d'une échelle extraordinaire. Les étoiles de population 3 avaient probablement des masses allant de 100 fois, peut-être 1000 fois, voire plus, celles de notre Soleil. Elles étaient si chaudes qu'elles brûlaient à des températures dépassant les 100 000 degrés Celsius à leur surface. Là où notre propre étoile peut brûler pendant 10 milliards d'années, un géant de population 3 consommait son carburant en seulement 2 à 3 millions d'années. C'est pourquoi leurs explosions étaient également gigantesques. Les plus grandes déclenchèrent des explosions appelées supernovae à instabilité de pair. Et ces explosions étaient aussi puissantes qu'elles ne laissaient aucun résidu, dispersant toute la masse de l'étoile, maintenant enrichie en carbone, oxygène et autres éléments lourds, dans l'espace environnant. L'explosion d'une seule étoile monstre pouvait ensemencer toute une région de l'univers primitif, avec les éléments lourds nécessaires à la formation plus rapide et plus efficace de la prochaine génération d'étoiles. Webb n'a pas vu ces monstres directement. Mais il a trouvé dans certaines galaxies primitives des signatures spectroscopiques transitoires, suggérant que leur lumière a été influencée par des populations d'étoiles, dont les profils sont cohérents avec ce que l'on attendrait d'un gaz enrichi par des explosions de population 3. C'est un mécanisme de turbocompression qui pourrait résoudre le problème de l'enrichissement chimique. Lorsque ces étoiles monstres sont mortes, elles ont peut-être laissé autre chose derrière elles, des germes de trous noirs, et ces germes ont grandi beaucoup plus vite que ce que le modèle standard permettait. Pour comprendre comment c'est possible, nous devons nous pencher sur un mécanisme appelé boucle de rétroaction positive. Normalement, lorsqu'un trou noir se nourrit, le rayonnement émis par le gaz qui s'échauffe en tombant crée une pression vers l'extérieur, empêchant plus de gaz d'entrer. Cela limite la vitesse de croissance. Mais, dans l'univers primitif, ce processus a peut-être fonctionné à l'envers. Un trou noir en croissance se nourrit. L'alimentation produit du rayonnement. Le rayonnement comprime les nuages de gaz environnants. Le gaz comprimé forme des étoiles. Les étoiles ajoutent de la masse et de la gravité. La gravité attire plus de gaz. Plus de gaz nourrit le trou noir. Le cycle s'accélère. C'est une boucle de rétroaction positive que personne n'attendait. Le trou noir devient un moteur qui aide à construire la galaxie qui l'entoure. Webb a confirmé cette image par morceaux. Les mesures des taux de formation d'étoiles dans les galaxies abritant des trous noirs actifs précoces ont montré une production d'étoiles accrue par rapport aux galaxies à des décalages vers le rouge similaires, sans activité de trou noir central confirmé. L'effet était présent dans les données. Dans l'univers moderne, ce processus finit par s'inverser. Un trou noir qui grandit suffisamment commence à éjecter complètement le gaz de la galaxie, stoppant la formation d'étoiles au lieu de la déclencher. Mais, dans les premières époques, avant que ce seuil ne soit atteint, la rétroaction a peut-être été presque entièrement constructive. Cela pourrait expliquer pourquoi la galaxie et son trou noir central sont bien plus grands que ce que le modèle standard prévoyait. Ils se sont nourris l'un l'autre, ils se sont accélérés l'un l'autre. Tous ces mécanismes, la mesure précise du décalage vers le rouge, l'effet turbocompresseur des étoiles de population 3 et la rétroaction positive des trous noirs, commencent à brosser un tableau de la raison pour laquelle l'univers primitif était si efficace. Mais ce tableau est encore incomplet, car même pour que ces processus fonctionnent, la matière doit se rassembler aux bons endroits, au bon moment, ce qui nous amène à de nouvelles questions dérangeantes sur le squelette invisible qui maintient toutes ces structures ensemble, à savoir la matière noire et son comportement, car les découvertes de Webb suggèrent que ce squelette lui-même pourrait ne pas être ce que nous attendions. Et si la matière noire se comporte différemment, alors tout change, car la matière noire maintient l'univers ensemble,
On ne peut la voir, la sentir, la toucher. Nous ne connaissons son existence que par son effet gravitationnel sur les choses que nous pouvons voir. Le modèle standard spécifie à quoi ressemble la matière noire, froide, c'est-à-dire se déplaçant lentement, sans structure, c'est-à-dire n'interagissant pas avec elle-même, et lisse à petite échelle. C'est la base du modèle lambda matière noire froide. Mais Webb soumet ses prédictions à un examen à des échelles et à des époques jamais testées auparavant. Et les découvertes créent des frictions. Le premier point de friction est le nombre de petits halos de matière noire. Le modèle standard prédit un nombre énorme de petits amas de matière noire à travers l'univers. Mais les observations montrent beaucoup moins de galaxies satellites que prévu. Webb montre que l'univers primitif avait également moins de petites structures que prévu, tout en ayant simultanément plus de grandes structures. C'est pourquoi la distribution ne correspond pas à l'attente de la matière noire froide. L'univers semble avoir construit des grandes structures plus rapidement, et des petites structures plus lentement que ce que le modèle indiquait. Le deuxième point de friction est le profil de densité des halos. La matière noire froide prédit qu'il devrait y avoir une pointe de densité extrêmement élevée, appelée cuspide, au centre de chaque halo. Mais les observations, étendues par Webb, montrent des cœurs de densité plus plate. C'est ce qu'on appelle le problème de la cuspide cœur. C'est pourquoi des modèles alternatifs comme la matière noire chaude commencent à susciter de l'intérêt. Dans ces modèles, les particules de matière noire se déplacent plus rapidement et suppriment donc la formation de structures à petite échelle. Cela correspond mieux aux distributions de taille des galaxies et aux fonctions de masse des halos que Webb a mesurées dans l'univers primitif. Cela ne prouve pas la matière noire chaude. Mais cela nous oblige à prendre au sérieux la possibilité que l'hypothèse de la matière noire froide, la pierre angulaire de la physique de la formation des structures depuis 30 ans, ait besoin d'être révisée. Mais même ces mécanismes ne suffisent pas à eux seuls, car pour que tous ces processus fonctionnent, la vitesse d'expansion de l'univers lui-même doit être correcte. Et c'est là qu'intervient un facteur qui unit tout, mais qui complique aussi tout, l'énergie sombre. C'est la chose la plus abondante dans l'univers. Elle constitue environ 68% du contenu énergétique total. Et bien qu'elle soit partout, c'est le composant le moins compris. Dans le modèle standard, elle apparaît comme une densité d'énergie constante qui remplit l'espace uniformément, à tout moment et à toutes les échelles. Cette constante est appelée la constante cosmologique. Mais cela a toujours été théoriquement gênant, car la théorie quantique des champs prédit une densité d'énergie du vide beaucoup plus grande. La densité d'énergie sombre observée est des quadrillions de fois plus petite que cette prédiction. Webb a ajouté un poids observationnel à ce malaise. Une analyse majeure publiée en 2024 a trouvé des preuves que l'énergie sombre pourrait évoluer avec le temps, en utilisant des données que les observations de Webb ont aidé à calibrer. Le signal est au niveau de 2 à 3 sigma, en dessous du seuil de 5 sigma, requis pour une découverte définitive. Mais il est cohérent et présent dans plusieurs analyses indépendantes. Si l'énergie sombre évolue, la constante cosmologique est fausse. L'énergie sombre est quelque chose de plus dynamique, appelé un champ de quintessence. Cela change toute l'histoire de l'expansion de l'univers. Cela change la relation entre le décalage vers le rouge et la distance, ce qui affecte chaque mesure de distance en cosmologie. Cela change le taux de croissance des structures à chaque époque. Cela décale les valeurs prédites pour la constante de Hubble et sigma 8. Une énergie sombre évolutive pourrait en principe expliquer la tension de Hubble. Et c'est pourquoi les observations précises de Webb sur les galaxies lointaines à du haut décalage vers le rouge fournissent des données pour des calibrations qui affineront la mesure de l'énergie sombre au cours des prochaines années. Et à mesure que les contraintes se resserrent, la pression sur la constante cosmologique augmente. Enfin, l'un des mécanismes peut-être les plus élégants et les plus surprenants est caché dans la structure interne des galaxies elles-mêmes. Une galaxie spirale est l'une des structures les plus organisées de l'univers. Ses bras élégants et sinueux représentent des milliards d'étoiles se déplaçant sur des orbites coordonnées autour d'un centre commun. Maintenir cette structure exige qu'une galaxie soit stable en rotation, gravitationnellement établie, et suffisamment vieille pour que son disque se soit aplati et organisé au cours d'innombrables cycles orbitaux. C'est pourquoi nous pensions que les galaxies spirales se développaient sur des milliards d'années. Mais
Webb a détecté quelque chose qui ressemble à une structure de bras spirale dans une galaxie, s'approchant d'un décalage vers le rouge de 6, c'est-à-dire quand l'univers n'avait que 900 millions d'années. Cette galaxie, surnommée Young, était physiquement comparable en taille à la Voie lactée. Cela signifie que le processus de formation du disque était beaucoup plus rapide et efficace que ce que les modèles permettaient. Mais le choc ne s'est pas arrêté là. Webb a trouvé une structure encore plus complexe dans une galaxie à un décalage vers le rouge de 4,4, c'est-à-dire quand l'univers avait 1,4 milliard d'années, une barre. Les barres se forment par une instabilité gravitationnelle spéciale dans le disque d'une galaxie. Les modèles prévoyaient que la formation d'une barre nécessitait plusieurs milliards d'années d'évolution. Mais cette galaxie nommée Sears 2112 était structurellement comparable aux spirales barrées de l'univers moderne. Les simulations ont eu du mal à reproduire les observations après les détections de barres par Webb. Les modèles étaient constamment en retard, et l'univers construisait des disques gravitationnellement stables, organisés en rotation, structurellement complexes, à une époque où le modèle standard disait qu'il ne devrait y avoir que des amas chaotiques et irréguliers de formation d'étoiles. Le comportement différent de la matière noire, l'évolution de l'énergie sombre et la maturation à une vitesse incroyable des structures galactiques. Chacun de ces mécanismes techniques remet en question une partie du modèle standard. Mais, tous ensemble, ils nous disent une seule chose. L'univers primitif jouait avec des règles différentes. Maintenant, nous avons compris comment chacun de ces mécanismes fonctionne individuellement. Mais, ce qui est vraiment excitant, c'est la réaction en chaîne que ces mécanismes créent lorsqu'ils se combinent. Comment se sont-ils influencés? Comment se sont-ils accélérés? Car ce que Webb a trouvé, ce ne sont pas seulement des anomalies singulières, c'est l'image de tout un écosystème, de toute une voie évolutive. Et maintenant, nous sommes prêts à assister aux moments les plus dramatiques, les plus violents et les plus surprenants de cette voie, ces points culminants où ces mécanismes se sont unis pour remodeler le cosmos. Car ce qui suit, ce sont des découvertes qui repoussent non seulement les limites des théories, mais aussi celles de notre imagination. Ce qui suit, ce sont les exemples les plus extrêmes de ces structures IM possibles. Et maintenant, le véritable miracle arrive. Maintenant, nous atteignons le point culminant. Nous avons compris les mécanismes. Nous avons vu les théories. Ma messe maintenant, nous plongeons au cœur des structures les plus extrêmes, les plus inconcevables, les plus IM possibles que Webb ait trouvées. Ce ne sont pas seulement des anomalies, ce sont des tremblements de terre qui ébranlent les piliers fondamentaux de la cosmologie, qui démolissent les paradigmes et qui nous laissent face aux questions les plus fondamentales sur ce qu'est l'univers. Le tempo augmente, retenez votre souffle, car ce qui suit, ce sont ces découvertes épiques qui repoussent les limites de la science, dépassent notre imagination et changent à jamais l'histoire de l'univers. Ce sont les exemples les plus frappants de ce qui ne devrait pas exister. C'est maintenant que ça commence. Certaines galaxies s'arrêtent tout simplement. Elles cessent de former des étoiles. Elles deviennent silencieuses. Et ce processus est appelé extinction. Et dans l'univers moderne, nous savons que ce processus prend des milliards d'années. Une galaxie doit faire croître un trou noir massif, puis ce trou noir doit éjecter le gaz. C'est un processus de retraite qui prend du temps. Mais Webb a trouvé une galaxie à un décalage vers le rouge de 4,6. Cela correspond à une époque où l'univers n'avait que 1,4 milliard d'années. Et cette galaxie était déjà éteinte, complètement arrêtée. C'était IM possible. Car pour être dans cet état, la galaxie devait se construire, faire croître un trou noir massif, déclencher le flux d'énergie pour éjecter son gaz et arrêter complètement la formation d'étoiles. Elle devait faire tout cela en moins d'1,4 milliard d'années. Et le calendrier prévu par le modèle standard pour cette séquence était d'au moins plusieurs milliards d'années. Mais Webb a trouvé l'épave, une galaxie remplie d'étoiles vieilles et rouges, sans formation d'étoiles en cours, sans réservoir de gaz froid détecté, sans signe de construction active. Un produit fini à seulement 1/10 de l'âge actuel de l'univers. L'équipe de recherche a utilisé l'analyse spectroscopique pour confirmer la population stellaire de la galaxie. Des étoiles vieilles, chimiquement enrichies. Elles avaient déjà dépassé leur période de production. Les signatures spectrales étaient claires. C'est pourquoi
le mécanisme de rétroaction responsable devait être extraordinairement rapide. Un trou noir atteignant la puissance critique nécessaire pour une extinction complète en moins d'1 milliard d'années nécessitait soit un germe de trou noir initial très massif, soit des taux d'alimentation dépassant la limite d'Eddington, soit les deux. Aucun scénario ne s'intégrait confortablement dans l'espace des paramètres du modèle standard. Ce n'était pas une galaxie isolée. Webb a trouvé par la suite d'autres galaxies éteintes, à des décalages vers le rouge élevés similaires. Chacune représentait une histoire achevée, à une époque où l'univers aurait encore dû écrire son chapitre d'ouverture. Mais, si la mort d'une galaxie est choquante, le fait qu'une autre soit si élégante sitôt l'était encore plus. Une galaxie spirale, l'une des structures les plus organisées de l'univers, ses bras élégants. La danse coordonnée de milliards d'étoiles. Il faut des milliards d'années de patience pour les former. Un disque stable, une structure refroidie et une gravité bien établie. C'est pourquoi nos modèles disaient que les structures spirales ne devraient pas exister dans les premiers milliards d'années de l'univers. C'était l'ère du chaos, des fusions, de l'irrégularité. Webb a trouvé des bras spiraux dans une galaxie, approchant un décalage vers le rouge de 6. L'univers n'avait que 900 millions d'années. IM-PS cible. Mais c'était vrai. Webb l'a vu. Le monde scientifique a été secoué. Cette galaxie nommée Zhong, d'après un dragon de la mythologie chinoise, s'étendait sur environ 60 000 années-lumière, ce qui la rendait physiquement comparable à la Voie lactée. Mais, pour une galaxie de cet âge, cette taille était inconcevable. Sa morphologie, sa forme, ses bras, sa densité lumineuse centrale, tout indiquait sans équivoque une galaxie spirale. C'était une indication de maturité dynamique. Le fait de la trouver si tôt signifiait que le processus de formation du disque était beaucoup plus rapide et efficace que ce que les modèles permettaient. Cela impliquait qu'au moins certaines parties de l'univers primitif étaient plus calmes que prévu, permettant à des structures de disques fragiles de se former et de survivre. Ou bien, cela signifiait que la structure spirale pouvait se former dans l'univers primitif par un mécanisme différent, plus rapide. Les chercheurs explorent activement cette possibilité. Mais aucun consensus n'a encore émergé. Ce que Webb a confirmé, c'est que la structure galactique organisée, symétrique en rotation, à grande échelle existait lorsque l'univers avait moins de 7% de son âge actuel. L'univers construisait une architecture finie et élégante à une époque où il aurait dû être en phase de grosses œuvres. Cela comprime encore plus une chronologie déjà impossible. Webb a détecté une émission d'azote dans des galaxies, s'approchant d'un décalage vers le rouge de 10. Le signal était faible. Mais il était réel, confirmé par spectroscopie. Les équipes débattent encore pour savoir si l'abondance d'azote nécessite de réviser les modèles de nucléosynthèse stellaire, les modèles d'efficacité de formation d'étoiles, ou les deux. Mais, ce qui est clair, c'est que le registre chimique de l'univers primitif, tout comme son registre structurel et son registre de taille, raconte une histoire de complexité arrivée en avance sur le programme. Une histoire que le modèle standard n'avait pas écrite. Toutes ces découvertes, les galaxies éteintes, les spirales prématurées, les barres impossibles et la chimie surenrichie. Elles pointent toutes vers une seule chose. L'univers primitif était un endroit totalement différent de ce que nous pensions, plus rapide, plus efficace et incroyablement organisé. Mais, quelle est l'image qui émerge lorsque nous rassemblons toutes ces découvertes? Quel est le thème commun sous-jacent à ces records apparemment disparates? Il ne s'agit pas seulement de la façon dont l'univers s'est formé, il s'agit de ce qu'est l'univers. Et la nature de ce nouvel univers que Webb nous montre remodèle même les questions philosophiques les plus profondes que nous ayons jamais posées. Car ces découvertes nous amènent au bord non seulement d'une crise cosmologique, mais aussi d'une réévaluation existentielle. Et ce qui suit, c'est la découverte finale qui unit toutes ces découvertes et nous mène à un mystère encore plus grand. Et cette découverte finale n'était pas un objet unique, c'était un motif, l'image d'impossibilités interconnectées, de brèches ouvertes dans les murs du modèle standard, d'une symphonie résonnant dans le tissu même du cosmos. C'est pourquoi nous allons maintenant vers ces moments où le bruit était le plus fort, où tout ce que la science pensait savoir s'est effondré. Car ces structures vagues que Webb a trouvées donnent dynamiter non pas seulement les anciennes théories, mais aussi notre perception de notre place dans l'univers. Accrochez-vous, car maintenant,
Nous allons révéler un par un ces poignards plantés au cœur de la cosmologie, ces moments records, ahurissants, épiques. Tout a commencé avec des chiffres purs, solides, statistiques. Le modèle standard fait une prédiction précise sur le nombre de galaxies au-dessus d'une certaine masse à un moment donné. C'est ce qu'on appelle la fonction de masse stellaire des galaxies. Avant Webb, ces prédictions tenaient à peu près. Mais, quand Webb a appliqué cette fonction aux 800 premiers millions d'années de l'univers, cette zone crépusculaire au-delà d'un décalage vers le rouge de 7, le modèle s'est effondré, et de manière catastrophique, car Webb a trouvé un nombre significativement plus élevé de galaxies de grande masse que ce que le modèle standard prévoyait. Combien de plus? Certaines analyses ont trouvé 3 fois plus, d'autres 10 fois plus. Ce n'était pas une erreur de mesure, ce n'était pas une anomalie statistique. C'était le dépassement des prédictions du modèle dans les plages de décalage vers le rouge les plus extrêmes, par des facteurs qui ne pouvaient être attribués à une fluctuation statistique. Une équipe de recherche a publié en 2023 un article décrivant la situation en termes sévères. Ils ont constaté que l'abondance de galaxies de grande masse à haut décalage vers le rouge défiait le modèle lambda matière noire froide à un niveau statistiquement significatif. Leur langage était mesuré. Mais leurs résultats ne l'étaient pas. Un physicien, dans un commentaire public sur les résultats de Webb, a utilisé le mot « impossible » pour décrire l'abondance de certaines galaxies de grande masse précoce sous le modèle standard. Ce mot a du poids en physique. L'utiliser signifie que l'orateur a vérifié les mathématiques à plusieurs reprises et n'a trouvé aucune issue dans le cadre actuel. C'est pourquoi cette abondance impossible signifiait que le modèle échouait à un test fondamental. Soit les halos de matière noire se formaient plus vite et plus abondamment que le modèle ne le prévoyait, soit le gaz se transformait en étoile avec une efficacité bien plus élevée que supposée, soit les processus de rétroaction qui auraient dû limiter la formation d'étoiles dans les galaxies de grande masse précoce étaient plus faibles que ce que les modèles contenaient, ou tout cela à la fois. C'était le premier et le plus grand coup de poing porté à la cosmologie connue. Mais, le deuxième coup de poing est venu d'un endroit beaucoup plus fondamental, beaucoup plus personnel, la vitesse d'expansion de l'univers, la constante de Hubble, ce chiffre unique et sacré qui calibre toutes les distances et tous les âges cosmologiques. Et ce chiffre était divisé en deux. Les mesures de l'univers primitif provenant du fond diffus cosmologique donnaient une valeur de 67 km par seconde par mégaparsec. Les mesures de l'univers tardif provenant des supernovae proches montraient obstinément 73. La différence de 9% entre les deux était la plus grande honte de la cosmologie. Webb devait être l'arbitre de ce combat. Il devait rendre la décision finale, car il pouvait recalibrer l'échelle des distances avec une précision sans précédent. Et il l'a fait. L'analyse de 2023 est arrivée. Les résultats sont tombés, et le monde scientifique a retenu son souffle. Webb n'a pas résolu le désaccord. Webb a bétonné le désaccord. Il a réduit les marges d'erreur. Il a éliminé les incertitudes. Et il a cloué la valeur de 73 en place. Les erreurs systématiques ont été éliminées. Les corrections ont été faites. Mais la valeur n'a pas baissé vers 67. Le gouffre est resté ouvert. Ce n'était plus une tension. C'était une découverte au-delà de 5 sigma. 5 sigma, c'est l'étalon or en physique, signifiant que la probabilité qu'une chose soit une coïncidence statistique est inférieure à 1 sur 1 million. C'était la preuve statistique que le modèle standard était faux quelque part, à un niveau fondamental. Le fait qu'un modèle, pierre angulaire de la cosmologie, ne puisse pas prédire correctement la caractéristique la plus fondamentale de l'univers était la définition d'une crise de paradigme. Webb avait été envoyé comme un ambassadeur de la paix. Mais il est revenu avec une hache de guerre. En parlant de hache de guerre, Webb n'a pas seulement détruit les catégories existantes, il a créé une toute nouvelle catégorie de monstres. Dans les premières images en champ profond, les chercheurs ont été confrontés à une population d'objets jamais vus auparavant. Compacts, extrêmement rouges et assez brillants pour être détectés à des décalages vers le rouge très élevés. Ce n'est pas tout à fait des galaxies. Ce n'était pas tout à fait des noyaux galactiques actifs. C'était autre chose. Les astronomes leur ont donné un nom informel, les petits points rouges, Little Red Dots. Ce nom cachait à quel point ils étaient étranges, car lorsque Webb a pris les spectres de ces points, il a été confronté au pire cauchemar de la cosmologie,
Ces objets abritaient des trous noirs en alimentation active, avec des concentrations extraordinairement élevées par rapport à la masse stellaire environnante. Dans certains cas, la luminosité du trou noir était supérieure à ce que toute la population stellaire de la galaxie haute pouvait produire. Mais la découverte la plus inconcevable était la suivante. Dans certains petits points rouges confirmés, la masse du trou noir central était estimée dépasser la masse stellaire totale de la galaxie. Répétons, le trou noir était plus lourd que les étoiles de la galaxie. Dans l'univers moderne, ce rapport est inversé de plusieurs centaines de fois. C'était comme si un bébé était plus lourd que la mère qu'il avait mis au monde. Cela bouleversait l'idée que les trous noirs grandissaient à l'intérieur des galaxies. Cela mettait sur la table l'idée que les trous noirs créèrent les galaxies. Et le nombre même de ces objets dépassait d'un facteur important ce que les modèles de formation et de croissance des germes de trous noirs prévoyaient. Cela montrait que l'univers primitif était une usine à monstres dominée par les trous noirs, compacts, denses, rouges, que le modèle standard n'aurait jamais pu imaginer. Et à la plus grande échelle, le coup final est venu, non pas de l'existence, mais de l'absence elle-même. Les vides. Le modèle standard prédit que les vides gigantesques entre les galaxies se développent lentement. Mais Webb, combiné aux données d'autres relevés, a montré que la distribution de ces vides était également fausse. Il y avait plus de grands vides que prévu. Les filaments qui les séparaient pouvaient être plus denses. Le contraste entre le dense et le vide était beaucoup plus élevé que ce que le modèle produisait. Cela signifiait que l'univers classait sa matière de manière beaucoup plus agressive que ce que le modèle permettait. Et puis, ce monstre a été trouvé, dans une région de l'univers primitif avec un décalage vers le rouge d'environ 1. Un vide a été détecté, couvrant une zone équivalente à plusieurs milliards d'années-lumière en échelle de comouvement. C'était plusieurs fois plus grand que les plus grands vides locaux connus comme le vide du Bouvier. Et il existait à une époque beaucoup plus précoce. L'existence d'une structure était une chose, mais l'existence d'un néant de milliards d'années-lumière de diamètre, des milliards d'années avant qu'il ne devrait exister, en était une autre. C'était l'un des indices les plus forts que la gravité et l'énergie sombre fonctionnaient d'une manière complètement différente de ce que nous pensions, peut-être d'une manière qui variait spatialement. Cela montrait que non seulement les parties pleines de l'univers, mais même ses parties vides, étaient de fausses. Voilà le point culminant de Webb, une abondance IM possible, une règle brisée. Des usines à trous noirs monstrueuses et des vides prématurés d'une taille ahurissante. Chacune de ces anomalies suffit à réécrire un volume de cosmologie. Mais il est temps de s'arrêter et de réfléchir. Il est temps d'aller au-delà de ces découvertes vertigineuses, de ces chiffres records et de ces théories démolies, et de se poser cette question la plus fondamentale. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous? Que signifie ce drame cosmique pour nous, être vivant sur une petite planète bleue dans un coin de l'univers? Car cette histoire n'est pas seulement celle des galaxies lointaines, c'est aussi l'histoire de nos propres origines. Et maintenant, il est temps de faire ce lien. Et maintenant, nous nous demandons, au milieu de cette vitesse vertigineuse, de ces découvertes épiques, de ce drame cosmique, il est temps de s'arrêter un instant, de respirer et de se poser la question la plus fondamentale, la plus humaine. Qu'est-ce que tout cela signifie pour nous, dans ce nouvel univers, dans ce cosmos aux règles réécrites? Quelle est notre place? Nous ralentissons, car certaines réponses viennent en chuchotant, pas avec le bruit. Et maintenant, nous faisons face à ces vérités profondes et silencieuses que Webb nous a montrées. Il est temps de comprendre non seulement à quoi ressemble l'univers, mais aussi ce que signifie exister dans cet univers. Avec ces découvertes, nous sommes confrontés au premier et au plus grand paradoxe, le paradoxe de l'échelle. D'un côté, il y a la taille inconcevable que Webb nous montre, un univers dont la largeur dépasse les 93 milliards d'années-lumière, abritant au moins 2 billions de galaxies comme la nôtre, chaque galaxie hébergeant des centaines de milliards d'étoiles. De l'autre côté, il y a nous, des êtres conscients sur une petite planète bleue, tournant autour d'une étoile ordinaire, dans l'un des bras spiraux externes de la Voie lactée, mesurant en moyenne moins de 1,7 mètre, et vivant une courte vie de 80 ans. Comment une chose si petite peut-elle comprendre une chose si grande? Une vérité à la fois tragique et belle est cachée dans cette question. La vérité tragique est que ces distances sont pour nous des murs infranchissables. Cette première galaxie que Webb nous montre à 13,4 milliards d'années-lumière
est un endroit que nous ne visiterons jamais. Ce n'est pas une destination, c'est un mur de temps. Au moment où la lumière de cette galaxie nous atteint, la galaxie elle-même est peut-être déjà morte, transformée ou a évolué en quelque chose de complètement différent. Nous ne pouvons pas construire un vaisseau pour y aller. Physiquement, nous sommes piégés sur cette petite planète, dans cette biosphère fragile. Nous sommes des êtres qui se tiennent sur le rivage de l'océan cosmique, examinant une poignée de galets que les vagues ont apportés, mais qui ne traverseront jamais cet océan. C'est la vérité la plus douloureuse de la solitude cosmique. Mais, voici ce mot magique. Mais, ces êtres minuscules, c'est-à-dire nous, même s'ils ne peuvent pas traverser cet océan, sont les seuls êtres capables de dessiner une carte de cet océan. Nos yeux ne peuvent pas voir au-delà de nos limites biologiques. Mais, nous avons construit un œil géant fait de miroirs hexagonaux et nous l'avons envoyé dans le vide glacial de l'espace. Avec cet œil, nous pouvons regarder jusqu'au commencement du temps lui-même. Nous pouvons franchir en un instant avec notre esprit des distances que nous ne pourrions jamais parcourir avec notre corps. Nous pouvons déchiffrer une histoire de 13,8 milliards d'années en quelques décennies d'efforts scientifiques. Voilà la belle vérité du paradoxe de l'échelle. Et nous sommes peut-être physiquement insignifiants. Mais ça, notre capacité à comprendre est aussi vaste que l'univers lui-même. Tu es plus petit qu'un grain de poussière dans cet univers. Mais tu es aussi une partie de cette conscience qui essaie de comprendre cet univers, qui y réfléchit, qui écrit des poèmes à son sujet et qui construit des télescopes pour résoudre ses secrets. Ton existence est ce moment miraculeux où l'univers s'interroge sur sa propre existence. C'est pourquoi oui, nous sommes petits. Mais cette petitesse n'est pas une faiblesse, c'est un point de perspective. C'est le privilège de pouvoir regarder d'en bas vers le plus haut. Cela nous amène au deuxième grand paradoxe, le paradoxe du temps. Webb nous montre l'immense passé de 13,8 milliards d'années de l'univers. Et nous voyons comment les premières galaxies ont mûri en un temps aussi court que 300 millions d'années, comment des processus de milliards d'années ont été compressés. Et nous opposons notre propre existence à cette immense chronologie. L'histoire de l'humanité moderne est d'environ 200 000 ans. Notre histoire écrite, seulement 5 000 ans. Ta vie et la mienne durent en moyenne 80 ans. Dans le calendrier de l'univers, notre existence correspond à un instant plus court qu'une seconde. C'est la vérité tragique du paradoxe du temps. Nous sommes des acteurs qui montent sur scène à la dernière seconde du jeu cosmique et qui ne voient que ce moment du jeu. Des milliards d'années se sont écoulées avant nous. Des milliards d'années s'écouleront après nous. Nous manquerons presque toute cette immense histoire. Et nous ne verrons pas la naissance des étoiles, la collision des galaxies, le destin final de l'univers. Nous ne sommes qu'un instant. Nous sommes temporaires. Nous ne sommes rien à côté même de la vie d'une étoile. C'est la vérité la plus fondamentale et la plus mélancolique de l'existence. Tout a commencé sans nous, et tout continuera sans nous. Mais, encore ce mot. Mais, nous, dans cet instant bref, sommes des êtres capables d'apprendre toute l'histoire. Nous pouvons faire tenir une conscience de 13,8 milliards d'années dans nos vies de 80 ans. Le Big Bang, l'allumage des premières étoiles, la formation de notre galaxie, l'évolution de la vie sur Terre, nous pouvons tout apprendre dans cette courte vie. Nous sommes la mémoire de l'univers. Nous sommes une histoire que le cosmos se raconte à lui-même. Voilà la belle vérité du paradoxe du temps. La brièveté de notre vie ne signifie pas qu'elle est dénuée de sens. Au contraire, elle la rend encore plus précieuse, car dans cet instant bref, nous avons le potentiel de saisir l'éternité. Toi aussi, tu es dans cette courte vie. Tes jours, tes semaines, tes années passent. Mais, si tu t'arrêtes et que tu y penses un instant, toi, en ce moment, tu es le résultat d'un processus qui a commencé il y a 13,8 milliards d'années. Chaque atome de carbone de ton corps a été forgé au cœur d'une étoile morte il y a des milliards d'années. Tu es, littéralement, de la poussière d'étoiles. Et tu es la forme de cette poussière d'étoiles qui s'interroge sur ses propres origines, qui les recherche et qui les comprend. C'est la preuve de la façon dont un instant peut devenir une éternité. Je sais pourquoi, oui, nous sommes temporaires. Mais cette temporalité n'est pas une malédiction, c'est un miracle. Le miracle de vivre cet instant, d'être conscient de cet instant. Et cela nous amène à un troisième paradoxe, le paradoxe de la connaissance. Nous avons construit Webb pour trouver des réponses aux questions les plus fondamentales de l'univers, pour confirmer nos modèles établis
et pour compléter la carte du cosmos. Dans un sens, nous sommes partis pour augmenter la connaissance, pour réduire le mystère. Et Webb nous a donné une quantité incroyable d'informations. Quand les galaxies se sont formées, comment les trous noirs ont grandi, à quelle vitesse la chimie s'est enrichie. Il a tout mis devant nous avec des chiffres, des données. Mais, avec chaque réponse, il a apporté 10 nouvelles questions, plus profondes, plus fondamentales. C'est la vérité tragique du paradoxe de la connaissance. À mesure que l'horizon de la connaissance s'élargit, le littoral de notre ignorance s'élargit dans la même proportion. Le rêve d'une théorie du tout semble s'éloigner un peu plus à chaque nouvelle découverte. L'univers n'est pas un simple puzzle à résoudre. C'est un labyrinthe qui grandit sur lui-même à mesure qu'on l'explore, dont les couloirs changent constamment. Plus nous en apprenons, plus nous comprenons clairement à quel point nous savons peu de choses. La certitude semble être une illusion. Chaque fois que nous grimpons au sommet, nous voyons des montagnes plus hautes, plus brumeuses qui s'étendent devant nous. C'est comme un mythe de Sisyphe intellectuel. Et nous poussons le rocher jusqu'au sommet, mais le sommet n'est que le début de la vallée suivante. Mais, est-ce une tragédie ou une aventure? Voilà la belle vérité du paradoxe de la connaissance. Un puzzle résolu est un jeu mort. Un livre terminé ne suscite plus de curiosité. Mais, un mystère sans fin est une invitation à un voyage de découverte infinie. Ce que Webb nous montre, c'est que l'univers n'est pas un endroit ennuyeux, que les réponses ne sont pas simples. C'est le carburant même qui alimente le moteur de la science. Car si nous savions tout, aurions-nous une raison de nous lever le matin? L'excitation pure de s'interroger, de rêver, de découvrir quelque chose de nouveau disparaîtrait. Le cadeau que Webb nous fait, ce ne sont pas des réponses finales, mais de meilleures questions. Des questions plus profondes, plus significatives, plus excitantes. Toi aussi, tu fais partie de cette aventure. Tu vois que l'image de l'univers clair et ordonné que tu as apprise à l'école n'est en fait qu'une première esquisse, que le tableau réel est beaucoup plus complexe, beaucoup plus chaotique et beaucoup plus merveilleux. Cela te fait passer du statut d'étudiant à celui d'explorateur. Un explorateur qui se tient au bord de l'inconnu, se demandant ce qu'il trouvera à la prochaine étape. C'est pourquoi, oui, notre connaissance est limitée. Mais cette limitation n'est pas une prison, c'est un terrain de jeu, un espace infini pour jouer, explorer et toujours s'interroger sur plus. Ces paradoxes, l'échelle, le temps et la connaissance, ils nous amènent tous à un seul point. Et cette nouvelle image que l'univers nous présente remodèle non seulement les lois de la physique, mais aussi notre quête de sens. Mais ces réflexions n'étaient que tournées vers l'extérieur, vers le cosmos. Mais qu'en est-il de la réflexion de ce nouvel univers en nous, dans ce phénomène étrange et rare que nous appelons la vie? Car les découvertes de Webb pourraient en changer non seulement l'histoire des étoiles, mais aussi l'histoire de notre propre possibilité d'exister. Et c'est pourquoi nous nous tournons maintenant vers ce phénomène rare que nous appelons la vie. Car l'un des impacts philosophiques les plus profonds de Webb est qu'il réécrit la chronologie non seulement de l'univers, mais aussi de notre propre possibilité d'exister. Cela nous amène à un quatrième paradoxe, le paradoxe de l'origine. La vie, telle que nous la connaissons, a besoin d'une chimie complexe, du silicium pour former des planètes rocheuses, du carbone pour les molécules organiques, de l'oxygène pour l'eau. Ce sont tous des éléments plus lourds que l'hélium, et ces éléments sont forgés à l'intérieur des étoiles et dispersés dans l'univers lorsqu'elles meurent. C'est pourquoi le modèle standard prévoyait qu'il faudrait des milliards d'années pour que l'univers devienne habitable. Il fallait du temps pour que les premières générations d'étoiles vivent, meurent et enrichissent suffisamment l'univers avec les matières premières nécessaires à la vie. Nous étions une espèce tardive, apparue tard dans l'histoire cosmique. Lorsque les conditions étaient enfin mûres, c'était notre arbre généalogique cosmique, Crisidas May. Webb a fondamentalement ébranlé cet arbre généalogique, car il nous a montré que l'univers primitif était chimiquement beaucoup plus riche que nous le pensions. Il a trouvé une abondance d'oxygène et de carbone même dans les galaxies des 500 premiers millions d'années. C'est la vérité tragique, ou peut-être vertigineuse, du paradoxe de l'origine. L'univers a peut-être passé des milliards d'années sans nous. Des formes de vie comme la nôtre ont peut-être émergé bien plus tôt dans l'histoire cosmique et ont déjà disparu. Nous ne sommes peut-être pas les premiers, nous sommes peut-être seuls,
parce que nous sommes arrivés trop tard à la fête. Cela offre une réponse triste et solitaire au paradoxe de Fermi, la question de savoir pourquoi nous ne rencontrons pas d'autres formes de vie malgré l'immensité de l'univers. Peut-être que nous les avons rencontrés, mais nous voyons les vestiges archéologiques qu'ils ont laissés, les galaxies éteintes et les étoiles mortes. Peut-être que des navires fantômes des civilisations qui nous ont précédés naviguent dans l'océan cosmique et que nous ne voyons que leur faible lumière. Mais, encore, ce mot. Mais, cela apporte également une possibilité incroyablement prometteuse. Si l'univers a créé les conditions nécessaires à la vie des milliards d'années plus tôt que prévu, cela signifie que la vie n'est peut-être pas une coïncidence rare, mais une caractéristique fondamentale de l'univers. Peut-être que la vie est un phénomène résilient et tenace, qui a tendance à émerger lorsque les conditions sont favorables. Les découvertes de Webb impliquent que la probabilité de formation de planètes de type terrestre a commencé beaucoup plus tôt dans l'histoire cosmique. Cela signifie plus de temps, plus d'opportunités et plus d'essais pour que la vie émerge. Cela renforce la possibilité que l'univers soit un endroit beaucoup plus vivant que nous le pensions. Cela suggère que notre solitude n'est peut-être pas un destin absolu, mais simplement une limite de notre horizon d'observation actuel. Toi aussi, tu fais partie de ce nouvel arbre généalogique. Ton existence n'est plus une note sur les dernières pages du calendrier cosmique. Tes origines remontent peut-être à ce premier milliard d'années violent et productif, à ces étoiles monstres qui ont créé cette chimie impossible. Tu n'es pas seulement un enfant tardif de l'univers, mais aussi l'héritier de l'un de ses potentiels les plus anciens. Cela te donne un nouveau sentiment d'appartenance à ta place dans l'univers. Tu n'es pas une coïncidence, mais peut-être une partie d'un résultat inévitable. Cela nous amène à un paradoxe final, peut-être le plus personnel, le paradoxe de Copernic. L'un des principes les plus importants de l'astronomie moderne est que nous ne sommes pas spéciaux. La Voie lactée n'est pas une galaxie spéciale. Le système solaire n'est pas dans une position spéciale. Notre époque n'est pas le sommet de l'histoire cosmique. C'est ce qu'on appelle le principe de Copernic. Et il nous enseigne l'humilité en nous sortant du centre de l'univers et en nous plaçant dans un coin ordinaire. Les découvertes de Webb à la fois confirment et défient ce principe. D'une part, en montrant à quel point l'univers primitif était productif. Elles impliquent que les galaxies comme la Voie lactée ne sont pas spéciales, mais peuvent au contraire être un produit standard de ce processus de développement rapide. C'est le côté tragique, ou plutôt humble, du principe de Copernic. Nous sommes encore plus ordinaires que nous le pensions. L'histoire de la formation de notre galaxie n'est peut-être pas une exception, mais la règle. Cela signifie que des milliards d'histoires similaires à la nôtre se sont déroulées partout dans l'univers. Cela murmure que notre unicité spéciale est une illusion. Mais, d'un autre côté, ces découvertes nous disent aussi autre chose. Nous, sur cette planète ordinaire, autour de cette étoile ordinaire, de cette galaxie ordinaire, sommes peut-être les seuls êtres capables de comprendre toute cette histoire. C'est le côté beau et ironique du principe de Copernic. Oui, notre position n'est peut-être pas spéciale. Mais notre conscience nous distingue de tout ce qui est connu dans l'univers. Nous sommes la partie de l'univers capable de réaliser sa propre banalité. Nous sommes un médium par lequel l'univers réfléchit sur lui-même, admire sa propre beauté et s'interroge sur ses propres mystères. Voilà ce qui te rend spécial. Tu es peut-être dans une position cosmiquement insignifiante. Mais tu possèdes cette rare conscience capable de faire passer cette insignifiance à travers un prisme de sens. Oh, tu es cet être qui regarde la danse silencieuse de milliards de galaxies, qui lui donne un nom, qui lui attribue un sens et qui raconte des histoires à son sujet. Cela ne te met pas au centre de l'univers, mais cela fait de toi l'un des phénomènes les plus intéressants de l'univers. Nous sommes les yeux par lesquels l'univers s'observe lui-même. Cela nous donne à la fois une grande responsabilité et un privilège incroyable. Être cette exception miraculeuse au sein de la banalité. Ainsi, nous avons parcouru ce chemin philosophique que Webb nous a ouvert. Nous avons vu la grandeur de la compréhension malgré la petitesse de notre échelle, notre saisie de l'éternité malgré la brièveté de notre temps, l'infinité de la curiosité malgré les limites de notre connaissance, jusqu'où remontent nos origines et l'étrange unicité au sein de notre banalité. Ce nouvel univers n'est pas seulement plus rapide et plus complexe, c'est aussi un endroit plus significatif, plus paradoxal et plus profondément entrelacé avec notre existence.
Mais toutes ces pensées se concentraient sur le présent. Elles se concentraient sur la question « Quelle est notre place ?» Pourtant, il y a une autre question, peut-être la plus profonde, la plus troublante et la plus excitante. L'histoire de ce nouvel univers remodèle non seulement notre passé, notre présent, mais aussi notre avenir. Que nous dit cette nouvelle physique sur le destin final de l'univers? Et cela signifie-t-il que les modèles scientifiques sont arrivés à leur fin? Maintenant, nous avançons vers le dernier acte de ce voyage, vers ces questions profondes sur l'avenir de la science elle-même et la fin ultime de l'univers. Et maintenant, nous atteignons la couche peut-être la plus profonde, la plus intime de ce voyage. Car les découvertes de Webb posent des questions fondamentales non seulement sur le passé de l'univers et nos origines, mais aussi sur la nature et l'avenir de la science elle-même. L'histoire de ce nouvel univers signifie-t-elle la fin de nos modèles scientifiques? Et que faisons-nous de cette connaissance? Et c'est un moment de réévaluation non seulement d'un univers physique, mais aussi de la science, notre tentative de comprendre cet univers. Maintenant, nous allons faire face à la connaissance elle-même, à ses limites, et à ce que signifie vivre avec elle. Cela nous amène à un nouveau paradoxe, le paradoxe du modèle. D'un côté, nous avons un modèle comme le lambda matière noire froide, construit sur des décennies, testé par des milliers d'observations et qui a prédit la structure à grande échelle de l'univers, avec un succès extraordinaire. Ce modèle est le produit du travail collectif, du génie et de la persévérance de milliers de scientifiques. C'est l'une des théories scientifiques les plus réussies de l'histoire de l'humanité, prédisant des milliers de points de données dans le spectre de puissance du fond diffus cosmologique avec une précision supérieure à 1%. De l'autre côté, il y a Webb, un télescope qui crie que ce modèle est fondamentalement faux, présentant un catalogue cohérent d'anomalies. Comment un modèle aussi réussi peut-il être en même temps aussi fondamentalement faux? La vérité tragique de ce paradoxe est que chaque modèle a une date d'expiration. La science n'est pas une progression linéaire vers la vérité absolue. C'est un processus constant de correction et de révision, où nous remplaçons les modèles plus faux par des modèles moins faux. Le succès du modèle lambda matière noire froide ne signifiait pas qu'il était la vérité ultime. Et cela signifiait seulement que c'était la meilleure approximation que nous pouvions tester avec les données de l'époque. Et maintenant, avec de meilleures données, les fissures du modèle apparaissent. C'est un moment triste pour les scientifiques qui ont consacré des décennies à construire et à tester ce modèle, car cela signifie accepter que la magnifique structure intellectuelle qu'ils ont construite est fondamentalement défectueuse. Mais, voici ce mot. Mais, cela met aussi en lumière la caractéristique la plus belle et la plus honnête de la science, sa capacité à s'autocorriger. La science n'est pas un système de croyance, elle n'est pas dogmatique, elle est prête à changer, à évoluer, et même à être complètement détruite et reconstruite face à de nouvelles preuves. Et cette crise créée par Webb n'est pas un échec, mais au contraire la plus grande victoire de la science. C'est la preuve de notre détermination implacable à tester nos hypothèses, à briser nos modèles et à chercher une vérité plus profonde. L'effondrement du modèle n'est pas une fin, mais un nouveau départ. C'est l'opportunité de construire un nouveau modèle, plus complet, plus précis et qui reflète mieux l'étrangeté de l'univers. Toi aussi, tu es témoin de ce processus. Tu vois en temps réel comment la science fonctionne. Tu comprends à quel point les histoires propres et nettes des manuels scolaires sont en fait le résultat d'un processus complexe, controversé et humain. Tu assistes à la chute d'un dogme et à la naissance d'une nouvelle compréhension. C'est pourquoi, oui, notre ancien modèle est peut-être en train de mourir. Mais ce n'est pas un moment de deuil, c'est un moment de célébration, car cela signifie que nous sommes sur le point d'apprendre quelque chose de plus grand, de plus merveilleux. Cette situation nous confronte au paradoxe du destin. Webb nous donne également de nouveaux indices sur l'avenir de l'univers. En particulier, les découvertes suggérant que l'énergie sombre pourrait ne pas être constante, mais évoluer avec le temps, remodèlent le destin final de l'univers. Si l'énergie sombre est une constante cosmologique, comme dans le modèle standard, le destin de l'univers est scellé, une expansion éternellement accélérée, l'éloignement des galaxies les unes des autres, l'extinction des étoiles et l'atteinte par l'univers d'un état d'équilibre froid et sombre, le grand gel. Mais, si l'énergie sombre évolue, d'autres possibilités émergent. Le côté tragique du paradoxe du destin est que la plupart des nouvelles possibilités sont encore plus sombres.
Si l'énergie sombre se renforce avec le temps, elle pourrait finir par submerger complètement la gravité et conduire à une fin catastrophique appelée le Grand Déchirement, où elle déchirerait les galaxies, puis les systèmes solaires, puis les planètes, et enfin même les atomes. C'est une fin où le tissu même de l'univers se désagrégerait. Ou si l'énergie sombre s'affaiblit et s'inverse, elle pourrait faire en sorte que l'univers finisse par s'effondrer sur lui-même, atteignant une fin appelée le Grand Effondrement. Ces scénarios ne menacent pas notre existence dans des milliards d'années, mais l'existence même de l'univers. Mais cette incertitude ouvre aussi une porte prometteuse. L'idée que le destin n'est pas encore écrit peut être plus attrayante que la fin déterministe et froide du modèle standard. Si les lois de la physique, en particulier la nature de l'énergie sombre, sont plus complexes que nous le pensions, cela peut signifier qu'il existe d'autres possibilités que nous ne pouvons même pas encore imaginer. Peut-être que l'univers est dans un cycle infini d'expansion et d'effondrement. Peut-être que notre univers n'est qu'une partie d'un multivers, et que notre fin est un nouveau commencement, ailleurs. Bien que cela soit scientifiquement spéculatif, ces fissures que Webb a ouvertes poussent les théoriciens à prendre ces idées radicales plus au sérieux. Toi aussi, tu es dans cette incertitude. Tu fais partie d'une génération qui ne sait pas quelle sera la fin de l'univers. Mais tu fais aussi partie d'une génération qui peut poser cette question et construire de nouveaux outils pour chercher la réponse. La légère mélancolie de ne pas connaître l'avenir signifie aussi qu'il y a de nouveaux mondes à découvrir, de nouveaux mystères à résoudre. C'est que l'incertitude de notre destin est peut-être en fait notre plus grande liberté. Et enfin, nous rencontrons le paradoxe du sens. Dans un univers si grand, si vieux, si étrange, quel est le sens de la vie humaine? Le modèle standard nous offrait un univers ordonné et prévisible. Dans cet univers, nous connaissions notre place, nous connaissions notre histoire. Mais, ce nouvel univers chaotique, plus rapide et plus complexe que Webb nous montre, nous enlève cette histoire familière. Le côté tragique du paradoxe du sens est que nous perdons nos anciennes certitudes. Si l'univers ne respecte pas les lois de la physique que nous comprenons, si tout est plus aléatoire et plus imprévisible que nous le pensions, alors, à quoi pouvons-nous nous accrocher? Cela peut conduire à une sorte de nihilisme cosmique. Si tout est temporaire, si le destin final de l'univers est de se déchirer ou de geler, alors quel sens ont nos actions, nos amours, notre art, notre science? C'est un sentiment de vide existentiel, le sentiment qu'un sol familier est retiré de sous nos pieds. Mais ce vide est aussi l'opportunité de construire un nouveau sens. Ici, l'univers ne nous impose pas de sens tout fait. Cela signifie que nous sommes libres de créer notre propre sens. Le sens n'est pas quelque chose que l'on découvre, c'est quelque chose que l'on construit. Ce que Webb nous montre, c'est qu'il n'y a pas une seule histoire de l'univers. Il y a une infinité d'histoires potentielles, et nous sommes les auteurs qui écrivons notre propre histoire. C'est la belle vérité du paradoxe du sens. Le sens n'est pas un cadeau que l'univers nous fait, c'est un cadeau que nous faisons à l'univers. Toi aussi, tu fais partie de ce processus de création de sens. Tu es cette conscience qui regarde ces données chaotiques et y voit un motif, qui compose un chant dans ce silence, qui impose un but à cette absurdité. Ta vie est une couche de sens ajoutée à l'univers. Ta curiosité, ton amour, ta créativité, tout cela devient une partie de l'univers lui-même. C'est pourquoi, oui, il n'y a peut-être pas de sens universel et prédéterminé. Mais cela ne signifie pas l'absence de sens. Cela signifie que la source du sens, c'est nous. Et c'est peut-être la pensée la plus puissante, la plus libératrice. Ainsi, avec ses réflexions profondes sur les limites de la science, le destin de l'univers et la nature du sens, nous avons atteint les couches les plus intimes du voyage philosophique que Webb nous a ouvert. Ces paradoxes ne nous donnent pas de réponse définitive, mais ils nous posent de meilleures questions et ils nous invitent à repenser notre relation avec l'univers. Pourtant, cette histoire ne s'arrête pas là, car il y a une autre chose que Webb nous a montrée. Un principe qui se situe peut-être à la base de tout, au-delà de la science et de la philosophie. Maintenant, nous avançons vers la dernière étape de ce voyage, vers la synthèse finale qui unit toutes ces découvertes et ces pensées. Et c'est pourquoi cette synthèse finale n'est pas une réponse simple ou une équation unique. C'est une posture, une manière d'être. La leçon la plus profonde que Webb nous a peut-être enseignée est d'apprendre à vivre avec ces paradoxes, d'accepter que le conflit, la contradiction et l'incertitude ne sont pas un défaut de l'univers,
mais sa caractéristique la plus fondamentale. Pose maintenant, à la dernière étape de ce voyage, à l'endroit le plus silencieux et le plus profond, où la science et la philosophie se rejoignent. Nous avançons vers les confrontations finales qui unissent toutes ces découvertes et ces pensées. Cela nous amène au paradoxe peut-être le plus touchant, le paradoxe de l'instrument et de l'âme. D'un côté, il y a le télescope spatial James Webb lui-même. Une machine froide et sans émotion, faite d'or et de beryllium, flottant dans le vide glacial du point de Lagrange 2 à moins 233 degrés Celsius. Sa mission est simple, collecter des photons, des particules de lumière, rien d'autre. Il ne ressent pas de joie lorsqu'il fait une découverte. Il n'est pas surpris lorsqu'il trouve une anomalie, il ne fait que regarder. De l'autre côté, il y a nous, et les fantômes dans la machine qui regardent ces données froides et dénuées de sens que la machine collecte, et qui y voient tout un univers, qui s'émerveillent, s'attristent, s'enthousiasment et cherchent un sens. Comment un instrument si froid, si inanimé, peut-il susciter en nous des émotions si profondes, si vives? La vérité tragique de ce paradoxe est que l'instrument lui-même ne se soucie pas de nous. Webb tombera un jour en panne, manquera de carburant ou sera rendu obsolète par une technologie plus récente. Il n'hésite pas un instant lorsqu'il découvre que nous venons de la poussière d'étoiles ou que l'univers se désagrégera un jour. Il est complètement indifférent à nos crises existentielles. C'est une main que nous tendons dans l'océan cosmique, mais qui ne ressent jamais. Bohr. Mais cette indifférence est aussi sa plus grande force, car il peut aller là où nous ne pouvons pas aller. Il peut survivre dans des conditions que nous ne pourrions pas supporter. Sa froideur glaciale lui permet de voir la faible chaleur des premiers moments de l'univers. Son absence de vie lui permet d'attendre patiemment des voyages de lumière de centaines de millions d'années. C'est la belle vérité du paradoxe de l'instrument et de l'âme. Cette machine est l'expression la plus pure, la plus tangible de notre curiosité, de notre imagination et de notre quête de sens. C'est notre mandataire dans le vide, notre avatar. Webb est l'œil collectif de l'humanité, et cet œil ne se contente pas de regarder. Il nous apprend à voir. Toi aussi, tu es la partie la plus importante de cette équation. Une image de ce télescope n'est qu'une série de pixels jusqu'à ce que ta conscience la touche. Une ligne dans ce spectre n'est qu'une donnée jusqu'à ce que ton esprit l'interprète comme l'empreinte de l'oxygène dans une galaxie il y a des milliards d'années. Tu es celui qui insuffle une âme à cet instrument froid. Tu es cette conscience qui entend l'histoire que cette machine silencieuse raconte et qui la raconte aux autres. C'est pourquoi, oui, nous et nos instruments appartenons à des mondes séparés. Mais cette séparation n'est pas une rupture, c'est un partenariat du type le plus profond. L'un voit, l'autre comprend. Et lorsque les deux s'unissent, le miracle se produit. Et cela nous amène à une confrontation finale, le paradoxe de la carte et du territoire. En science, nous dessinons des cartes pour comprendre l'univers. Des équations, des théories, des modèles. Le modèle standard était la carte la plus détaillée, la plus élégante que nous ayons dessinée. Il décrivait une grande partie de l'univers avec une précision incroyable, simple, prévisible et cohérent. Et nous avons tellement fait confiance à cette carte que nous avons commencé à penser que la carte était le territoire lui-même. Mais Webb nous a montré le territoire, et le territoire ne ressemblait pas du tout à la carte. Alors que la carte ressemblait à un plan de ville ordonné, le territoire était une forêt chaotique, sauvage, avec des sentiers sinueux, des montagnes inattendues et des vallées sans fond. Comment une carte à laquelle nous faisions tant confiance peut-elle être en si grande contradiction avec le territoire réel ? La vérité tragique de ce paradoxe est que peut-être une carte simple et exhaustive n'existera jamais. Peut-être que la nature de l'univers est fondamentalement complexe et désordonnée, au-delà de notre espoir de la capturer avec des équations simples et élégantes. Peut-être que le rêve d'une théorie du tout est un reflet de l'esprit humain en quête d'ordre et de simplicité, et non une caractéristique de l'univers lui-même. C'est une déception intellectuelle, c'est le sentiment de perdre le contrôle. C'est accepter que l'univers résistera toujours à nos tentatives de le comprendre. Mais, ce désordre, cette complexité, est aussi le signe que l'univers est vivant. Un univers parfaitement prévisible, simple, serait un univers mort, un mécanisme d'horlogerie sans place pour les surprises, les anomalies ou les impossibilités. Oui, c'était la belle vérité du paradoxe de la carte et du territoire. Le territoire lui-même est beaucoup plus intéressant que la carte. Ses structures inattendues, ses processus chaotiques, ses formations hors normes, ce sont la signature de la créativité, du dynamisme
et de l'évolution de l'univers. Le désordre n'est pas un défaut, c'est l'histoire elle-même. Nous comprenons que le fait de devoir constamment redessiner cette carte est ce qui rend ce voyage passionnant. Toi aussi, tu fais partie de ce territoire. Ta vie ne peut être définie par une équation simple ou une carte nette. Elle est complexe, contradictoire, parfois chaotique, mais toujours riche. Tu es un reflet conscient de cette complexité fondamentale de l'univers. Et tu es l'une des mains qui dessine cette carte. Avec chaque nouvelle question, chaque nouvelle curiosité, tu ajoutes un nouveau sentier à cette carte. C'est pourquoi, oui, nous n'aurons peut-être jamais la carte ultime. Mais ce n'est pas une perte, c'est un gain. Car cela signifie que le territoire à découvrir ne finira jamais. Ainsi, ce long voyage touche à sa fin. Nous avons commencé avec cette seule galaxie impossible au bord visible de l'univers. Nous sommes arrivés à un catalogue d'anomalies qui ébranlent les fondements de la cosmologie. Puis, nous avons plongé dans les profondeurs philosophiques de ces découvertes. Nous avons interrogé notre petitesse et notre grandeur, notre temporalité et notre éternité, notre ignorance et notre sagesse, notre banalité et notre unicité. Et nous avons fait face à la nature de la science elle-même, à l'incertitude de notre destin et au fait que le sens est créé par nous. Nous savons maintenant que l'univers que Webb nous montre n'est pas seulement plus grand ou plus vieux. C'est un endroit plus complexe, plus paradoxal et plus profondément entrelacé avec notre existence. Nous savons maintenant que la science est moins l'art de trouver des réponses que celui de poser de meilleures questions. Et nous savons maintenant que notre place dans ce cosmos immense et indifférent n'est pas donnée, mais construite par nous. Après cette longue, silencieuse et profonde phase de réflexion, il est maintenant temps de rassembler une dernière fois toutes les pièces. Que ferons-nous de cette nouvelle image de l'univers? Et quel est l'héritage de ces modèles brisés et de ces nouvelles questions? Et que nous dit finalement cette histoire? Nous avons vu comment Webb a réécrit les règles de cet univers. Mais il y a une chose que je ne vous ai pas dite. Peut-être que ce n'est pas le seul univers qui existe. Et si à chaque décision que vous prenez, l'univers se scindait en deux, et si un nombre infini de vous vivait une infinité de vies différentes, dans notre prochain voyage, nous ouvrirons la porte des univers parallèles. Êtes-vous prêt à rencontrer les autres versions de vous-même ?